Pour ce qui est du mur de soutènement, j'aimerais également faire un suivi concernant le mur de soutènement de la rue de l'Église. Donc, à la 16 juillet, le conseil municipal a autorisé le dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie. Rappelons que la Ville on avait présenté une demande en 2025 et que finalement, le projet a été jugé, même s'il était jugé admissible, les budgets disponibles n'avaient pas permis d'obtenir le financement souhaité. Donc, depuis, nous avons poursuivi nos démarches, pas parce qu'on a été refusé, mais on a eu quand même des démarches au niveau de la députée du comté. On a rencontré Jean-François Simard, son adjoint aussi au niveau gouvernemental. On a continué nos discussions avec eux autres quand même, parce que pour nous, le mur de soutènement, c'est un gros projet qui coûte beaucoup de sous. On voulait être sûr d'avoir le support financier dans ce projet-là. Donc, depuis, nous avons poursuivi nos démarches auprès des différentes instances gouvernementales afin de faire valoir l'importance de ce projet et des travaux qui sont évalués à plus de 6 millions. C'est pourquoi nous comptons sur ce programme qui pourrait financer jusqu'à 80% des coûts projetés. Nous renouvelons donc notre demande avec confiance et nous espérons obtenir une réponse favorable au cours des prochains mois. Donc, le dépôt est fait, on est en attente. En terminant, j'aimerais féliciter aussi Mme Guylaine François, qui a reçu la distinction de la femme politique lors de la 3e édition de la soirée distinction de la MRC de la Côte-de-Bourg, qui s'est déroulée en juin dernier. Donc, cette distinction revêt une signification particulière pour Mme Guylaine. Et puisqu'elle lui a été attribuée par l'ensemble des élus des municipalités de la MRC. Donc, c'est l'ensemble des élus qui ont reconnu son travail. Être reconnu par des collègues qui connaissent bien les réalités et les défis de la vie municipale témoigne à son engagement et de son dévouement. Donc, toutes nos félicitations pour cette honneur pleinement mérité. Donc, merci encore pour votre attention. On va procéder à la séance. Donc, sans plus tarder, nous allons adopter l'ordre du jour qui est prévu pour la séance d'aujourd'hui, qui est le 10 août 2026. Donc, c'est considérant que l'ordre du jour respecte les règlements relatifs à notre régie interne au niveau municipal, la séance municipale du conseil de ville de Château-Boucher, que tous les membres ont pris connaissance de l'ordre du jour, qui est règlement à la séance et qui le annonce à sa lecture. Donc, je représente un proposeur ou une proposeuse. Je recommande, M. le maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois recommande d'adopter l'ordre du jour de la séance du 10 août 2026 telle qu'elle est posée. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Pour le point 4, je vais passer la parole à Monsieur Rémillard. C'est l'adoption du procès verbal de la séance du 13 juillet. Considérant les membres du conseil municipal ont fait individuellement pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 13 juillet et que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture des procès-verbaux. Donc, je propose que le procès-verbal de la séance du 13 juillet soit adopté. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 5.1, Mme Lefrançois. Merci, M. le maire. Donc, au niveau des comptes généraux et finances, alors les comptes à payer et payés au 5 août et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 5 juillet au 5 août. Alors, comme d'habitude, je vais vous nommer les dépenses de 5 000 et plus durant le mois dernier. Donc, au niveau des déductions à la source provinciale, un total de 55 163,91. Les déductions à la source fédérale pour 20 719,69. Ensuite, les assurances collectives pour 12 976,38. Ensuite, le régime de retraite employé, 19 021,86. Emprunt pour l'équipement Freightliner 2023, 5 119,63. Intérêt sur les emprunts de la ville, 92 198,75. Hydro-Québec pour 6 568,70. Honoraires pour les installations septiques pour 16 303,46. Entretien horticole et aménagement paysager pour 21 669,06. Les honoraires d'études et accompagnement pour divers travaux, donc 19 606,42. Le nouveau contrat de collecte de matières résiduelles, donc pour les 6 mois qui restent de l'année à Matrec, pour la vidange des conteneurs à chargement des industries, commerces et institutions, donc 10 261,60. L'approvisionnement en diesel pour 7 473,58. Réparation d'équipements lourds à Taureau-Monte pour 7 836,70. La collecte des monstres en juin 26
pour 28 489 et 69. Des salaires pour 130 087 et 3. Un total des fournisseurs et salaires nets pour 586 298 et 81. Alors, considérant que le Conseil municipal, pour la considération de la liste des comptes à payer, est payé en date du 5 août 26, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport. Je recommande d'approuver la liste des comptes à payer totalisant 586 298 et 81, se terminant le 5 août, d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire, la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.2, qui est une résolution de concordance et de courte échéance relative à un règlement d'emprunt par billet au montant de 1 174 500 qui sera réalisé le 2 septembre 2026. Donc, en réalité, après chaque 5 ans, tous les règlements d'emprunt qui sont dus à être renouvelés sont regroupés ensemble et le ministère, les affaires municipales, regarde la situation et on doit refinancer en haut 5 ans. C'est comme une hypothèque. Là. Il y en a qui prennent sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous, c'est sur 5 ans. Et c'est ce montant d'argent-là qu'on doit, ces sommes d'argent-là sont rendues à échéance du 5 ans qu'on doit les refinancer en bout de ligne. Donc, on a ajouté dans ce règlement, à part les règlements d'emprunt qui étaient à échéance, on a ajouté le règlement d'emprunt 616-24 de 107 000 $. Ça, c'était pour l'achat et les installations pour les compteurs d'eau. Donc, c'est un règlement d'emprunt qu'on a ajouté là, aux prêts qui sont à faire, mais c'était déjà prévu là, dans les résolutions antérieures qu'on avait adoptées. Donc, en conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets sont datés du 2 septembre 2026. Les intérêts sont payables semi-annuels le 2 mars et le 2 septembre de chaque année. Et les billets seront signés par le maire et la trésorière ou la greffière trésorière adjointe. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? Oui. Ça va, merci, c'est adopté à l'unanimité. Point 6. Donc, on avait des questions à la dernière séance du Conseil, je pense qu'elles n'avaient pas été répondues concernant le pourcentage de subvention pour le PAVEL. Là. Donc, le PAVEL, en réalité, on avait déjà expliqué que les subventions, ça pouvait aller jusqu'à 75% environ, là, chacune des demandes de subvention. Mais par contre, comme vous savez, on a fait des dossiers sur la gestion de l'eau potable. Et ça nous a permis, dans certaines situations, dans certains dossiers, d'aller chercher, là, quand on avait la réfection de la rue, de l'église, de Bouchette Sud, et souvent, on est allé chercher environ 250 000 $ de subventions de plus parce qu'on avait posé des gestes concrets au niveau de la gestion de l'eau. Fait que ces critères d'admissibilité-là, c'est toujours aléatoire. Ça dépend toujours des critères d'une année ou l'autre quand le programme arrive parce qu'il veut changer d'un programme à un autre à chaque fois qu'on a des demandes de subvention. Puis des fois, il y a d'autres types de subventions qui peuvent être jumelées aussi à une demande. Donc, ça, c'est toujours des choses qui sont évaluées au fur et à mesure là, quand on arrive dans les dossiers. Donc, ça répond à cette question-là. Puis, est-ce que les fonds qu'on devait obtenir pour l'entretien de la voie de Saint-Achillé a été reçus? Les fonds qu'on parle, je présume que c'est les fonds qui concernent tout le transport du bois. Oui, on les a reçus. On a reçu ça, si je ne me trompe pas, aux alentours du 15 décembre 2025, c'était pour l'année 25. On n'a pas été capable d'aller chercher rétroactivement 2024. On vous l'avait déjà expliqué dans des séances précédentes, mais oui, on a eu des subventions. Et il reste encore 2 années. On vous avait prévenu, on vous avait informé l'année passée des années qu'il y avait au niveau du transport. Et cette année, il y a du transport en 26, puis il va en avoir en 27 également. Après ça, ça devrait être terminé. Et je dis ça devrait parce que là, je ne connais pas toute l'étendue de ce qui va être coupé et qu'est-ce qui va avoir à sortir. Mais selon les échanges qu'on a eus avec l'ingénieur forestier du séminaire, 27, c'est terminé, c'est la dernière année. Puis après ça, ils vont passer par les chemins de la mine. Pourquoi qu'on a passé par ces chemins-là, on l'avait déjà expliqué préalablement, c'est parce que le trajet est plus court, puis c'était du temps, puis de l'économie pour l'entreprise de passer par le chemin qui est là. Mais on a reçu, puis on va recevoir pour 26 et 27 aussi des sommes. Et c'est environ 30 $ le mètre cube, pas 30 $, 30 sous le mètre cube qu'on reçoit là, qui est transporté. Fait que c'est l'équivalent de ça, c'est ce qui donne à toutes les fois qu'ils ont des redevances à payer par rapport à ça. Puis en plus, à cette demande-là, on avait fait une demande sur PAVEL parce qu'il y avait des sous additionnels qu'on pouvait avoir pour ce genre de transport-là, parce qu'on sait que 30 sous de mètre cube, on trouvait que c'était pas beaucoup.
mais on était capable de jumeler une demande aussi avec le PAVEL qui nous combler ce montant d'argent-là. Donc, ces sommes-là sont rentrées. Donc, ça vient je réponds à cette question-là. Le art et reflet qui a eu lieu, ça s'est bien passé. Donc, on a eu beaucoup de présentations, on a eu des belles expositions. De façon générale, il y a eu des commentaires positifs par rapport à ça. On était chanceux aussi, on a eu la belle température. Mais j'aimerais quand même remercier Mme Tanguay pour le travail et l'équipe qui l'accompagne, mais les bénévoles aussi qui sont là, qui donnent cœur et âme, comme moi je pourrais le dire, là, pour que cette activité-là soit une réussite. Puis encore cette année, c'était une réussite. Puis, c'est sûr que la ville contribue de façon très importante à cette activité-là. Je pense que c'est une activité qui est majeure. Puis, pour le moment, on le considère comme étant une activité qui est incontournable. Au niveau des routes du secteur nord, là on voit que la semaine passée, il y a eu des réparations qui ont été faites. Je vous ai en parler parce que en juin, on vous avait expliqué, en juillet j'étais pas là, mais en juin on vous avait expliqué qu'on devait faire une résolution en juillet pour faire les travaux. Parce que présentement, on a une délégation de pouvoir qu'on donne à la direction qui est de 25 000 $. Donc ils peuvent engager des frais jusqu'à 25 000 $. C'est sûr que le conseil, on est toujours mis au courant. Parce que des fois, c'est des sommes d'argent qui ne sont pas nécessairement prévues, au budget. Mais la réparation était d'environ 42 ou 43 000 de mémoire. Donc, c'était au-delà de la délégation de pouvoir que la direction avait. Puis, elle n'a pas pu autoriser les travaux là, en juin. En juin, on avait des dates, une date de prévue pour faire les travaux. Ça va plus être fait à ce moment-là à cause de cet encadrement-là juridique et technique que je vous dirais. Par contre, au mois de juillet, on a voté la résolution qui disait que là, oui, on autorisait la dépense pour faire les travaux avec une surfaceuse là, pour les plus grandes surfaces, ces grandes surfaces-là. Ça a été fait. On avait une date de prévue. Là, comme juin, on ne pouvait pas le faire. Ben là, l'entreprise, on l'a appelé pour le mois de juillet. Le mois de juillet, il y a eu du mauvais temps, il y a eu de la mauvaise température, comme vous le savez. Donc, ça a été remis. Puis là, ben, c'est un contracteur, donc il y a d'autres clients aussi en même temps. Puis il a regardé un trou pour regarder ce qu'il pouvait le faire. C'est la raison qui explique le délai. Je trouve ça dommage que ça ait pris autant de temps, mais on n'a pas eu non plus un beau mois de juin parce qu'il a plu beaucoup, mais il faut composer la température puis faire des réparations de pavés lorsqu'il pleut, la température n'est pas clémente, ça ne tient pas puis ça se brise tout de suite. Donc, on l'a fait dès qu'on a pu le faire, là, mais c'est ce qui a expliqué le délai. Donc, je vais vous l'expliquer quand même. Pour le transport de bois, ben, je viens de vous le dire, en réalité, là, il va y avoir du transport là, pour l'été ici et l'été prochain également. Après ça, c'est terminé. Là, on a mis de la signalisation. Donc, on demande aux gens d'être prudents et de faire attention. Et puis, avec le séminaire, les discussions qu'on a avec eux autres, c'est que les gens, ils font attention à leur limite de vitesse, c'est ce qu'on nous a dit, puis ils sont assez prudents par rapport à ça. Ils sont surveillés aussi par les gens du séminaire. Donc, de temps en temps, il y a des gens qui circulent et qui viennent vérifier que la réglementation est bien faite. Là, présentement, on a 4 camions qui circulent, puis ils passent 2 fois par jour. Donc, ils montent, ils descendent, ils remontent, ils descendent. Donc, ils peuvent faire 2 voyages par jour. Ça se peut que vous voyez là, les 8 camions passer là, pour faire le ramassage, le transportage de bois là, à ce moment-là. Donc, ça conclut les points d'information. Nous sommes rendus maintenant au point 7, qui est la gestion contractuelle. Donc, octroi d'un contrat d'agréabilité pour l'installation des compteurs d'eau résidentiels. Comme vous le savez, on a eu une missive, une demande du ministère là, à l'effet de surveiller, de procéder à l'installation des compteurs d'eau. Dans le milieu commercial, ça a été fait, les multilogements, ça a été fait également. Puis ces gens-là vont être éventuellement taxés eux autres, parce que c'est ce que la loi prévoit, puis c'est comme ça qu'il faut le faire. Par contre, mettons comme les producteurs agricoles, la consommation moyenne qui va être faite, il y a une étude qui va être faite pour regarder c'est quoi la consommation moyenne pour pas taxer chaque litre dès le départ. Fait qu'on va regarder un peu c'est quoi la moyenne, puis on va mettre un pourcentage de plus pour donner un buffer aux gens pour pas que les gens aient à payer dès le premier litre, là, comme je disais, l'eau qui est consommée. Donc, c'est des échanges qu'on a eu avec les gens, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc là, au niveau des entreprises, c'est pas mal tout terminé. Il y a une évaluation qui va être faite sur l'espace d'une année, puis après ça, on va regarder. Dans le résidentiel, là, vous voyez tout à l'heure qu'on a emprunté 107 pour l'achat des compteurs et pour les installations aussi en même temps. Tout à l'heure, on va voter un autre montant pour compléter pour les installations. Et dans le résidentiel, il n'y aura pas de taxation au niveau de l'eau. C'est pas ça qui est prévu. C'est juste sur une base d'échantillonnage, comme on vous l'a déjà expliqué aussi en même temps, c'est de vérifier et de voir la consommation qui est faite.
pour voir c'est quoi les besoins de la ville pour des petites familles, des plus grandes familles, des multi-logements, des choses comme ça. Donc, c'est situé dans différents secteurs aussi pour aller voir un peu au niveau de la ville, la consommation dans les différents secteurs. Donc, on va procéder aux installations, puis on espère être capable d'être en mesure de pouvoir en réalité installer l'ensemble des compteurs là, pour le mois d'ici la fin du mois de décembre. Donc, dans ce contexte-là, je propose que les services de l'entreprise Boucher-Lotti soient choisis pour l'installation d'environ 60 compteurs d'eau résidentielle dont on met les diamètres selon la soumission dûment reçue et jointe en annexe de la présente résolution, totalisant un montant total de 56 292. Ça, c'est pour les installations. Et on est allé gré à gré, on a vérifié auprès de différentes entreprises qui répondent aussi à nos besoins, à nos normes. Donc, c'est eux qui étaient le plus gros soumissionnaire, puis ils répondaient à nos attentes, donc c'est pour ça qu'on les a choisis. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation? D'accord. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 7.2, M. Rémillard. Oui, octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un camion de déneigement 4x4. Donc, on renouvelle la flotte vieillissante. Donc, la ville est allée en appel d'offres public sur SEAO. Il y a eu un seul soumissionnaire qui est Camion Globocam. Donc, considérant le résultat de l'appel d'offres, tel qu'il suit, Globocam, montant avant taxe de 193 660 $. Il était conforme. Donc, considérant que les soumissions déposées ont été analysées par le service administratif de la ville et que la soumission de Globocam est la plus basse soumission conforme. Donc, en conséquence, moi, je propose de retenir la soumission de Globocam aux fins d'acquisition par la ville de Château-Richer d'un camion de déneigement diesel 4x4 au montant de 193 660 $, excluant les taxes, ainsi que d'une garantie additionnelle au montant de 3 695 $. Merci. Donc, il n'y a pas d'objection. C'est adopté à l'unanimité. 7.3, donc c'est l'octroi d'un contrat pour la conception du site web. On vous avait parlé qu'on est en train de revoir toute la page web. Là, vous avez vu la page. Oui. Excusez-moi, il faudrait juste parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que sur Zoom, ils ont du mal à entendre. Ah, S'il vous plaît. OK. Merci. Désolé pour le ton. On va le hausser un petit peu. Je ne suis pas fâché, mais il va falloir que les gens nous entendent. Donc, le 7.3, c'est l'octroi d'un contrat pour la conception du site web, du site Internet de la ville. Vous savez qu'on a essayé de rendre un peu plus, on a essayé de mettre plus performant notre page web, on l'a un peu plus interactive. On avait fait des évaluations, des soumissions, puis on avait retenu la firme Lithium Marketing. On a commencé à travailler avec eux autres. Puis finalement, ce qu'on recherchait, ce n'était pas nécessairement ce qu'ils nous offraient comme service et tout ça. Donc, on est allé évaluer auprès de d'autres entreprises. Et la firme Blanco, je dirais, assez démarquée. Et son approche, on a aimé son approche structurée, son accompagnement personnalisé, ainsi que l'intégration des meilleures pratiques là, en matière d'accessibilité, de conformité et d'expérience de l'utilisateur pour constituer les avantages importants pour la ville, là, pour la mise aux normes de notre page web. Donc, le Conseil estime que cette solution permettra à la ville de bénéficier d'un site web moderne, évolutif, facile à administrer, tout en favorisant une plus grande autonomie de l'administration municipale et une meilleure offre de services numériques à nos citoyens. Donc, dans ce contexte-là, on change de firme. Donc, on va y aller avec la firme Blanco. Les coûts sont un petit peu plus élevés. Quand je dis un peu plus élevé, là, on parle de quelques milliers de dollars. Ce n'est pas une grosse différence. Mais par contre, le règlement d'emprunt qu'on avait fait à l'époque pour couvrir les frais de toute cette évaluation-là, de la mise en place de la page, est conforme, puis le coût rentre dans ce règlement d'emprunt-là, donc il n'y a pas de dépenses additionnelles pour la ville de Château-Richer. Donc, en conséquence, je propose de retenir les services de l'entreprise Blanco pour la conception du site web de la ville et l'intégration du contenu Uniline pour des montants respectifs de 23 540 et de 6 000 $, plus les taxes applicables et d'acquitter ces sommes au moyen du règlement d'emprunt qui était déjà voté là, de 629-25. De retenir également les services de l'entreprise Blanco pour tout service additionnel qui pourrait être requis conformément aux tarifs prévus à sa soumission, donc laquelle est annexée là, à la présente résolution. Donc, de confirmer la résiliation aussi de l'entente avec la firme Lithium Marketing.
Vous êtes d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 8, qui est l'octroi d'un contrat pour un diagnostic organisationnel. Donc, comme vous le savez, on a revu un peu tout le service qu'on voulait donner au niveau des cols blancs, ce qu'on appelle les cols blancs, là, au niveau des services administratifs à la ville de Château-Richer. Lorsqu'on est arrivé en 2021, il y avait un déficit, je dirais, de service là, au niveau de la prise de contact avec les citoyens, au niveau de la réception. Il y avait un problème aussi au niveau du service de l'urbanisme. Les gens trouvaient que c'était long avant d'avoir des réponses, puis qu'il n'y avait pas nécessairement des suivis dans leur dossier. Donc, on a créé des postes importants là, à ces niveaux-là, qui répondent aux gens. Puis, comme vous le voyez, à chacune des séances du conseil, ne serait-ce que pour le service d'urbanisme, on a environ peut-être 20 points à chacune des séances du conseil. Donc, on a un grand volume de traitement de dossiers. Ça, c'est à part des dossiers qu'on n'a pas besoin de passer au niveau du CCU. Donc, on a une charge de travail énorme, on répond à des besoins, puis on est content de pouvoir accompagner les citoyens de façon convenable. On a ajouté des ressources également au niveau du service des loisirs et au niveau aussi des communications. On a une conseillère de communication maintenant aussi qui nous aide là, dans notre suivi. Puis c'est pour ça que vous avez une page Facebook maintenant qui est interactive. Parce que lorsqu'on est arrivé, la page Facebook, c'était une place où on publicisait des choses un peu comme sur une page web et les gens ne pouvaient pas intervenir. Donc là, présentement, on a tout corrigé ça. La page était bloquée parce qu'il y a des mots-clés qui étaient utilisés pour faire du filtrage. On a réussi à tout faire le ménage là-dedans pour qu'elle soit interactive. Donc, on a fait du travail au niveau des cols blancs, mais on se demande est-ce qu'on a fait le travail correctement, puis est-ce qu'on a ajouté les bonnes ressources aux bonnes places, puis est-ce qu'au niveau des descriptions de tâches et de l'encadrement, tout est conforme. Il y a aussi les cols bleus. Donc, vous avez dit qu'une fois qu'on allait voir qu'est-ce qui se passait au niveau des cols blancs, on allait voir aussi qu'est-ce qui allait se passer au niveau des cols bleus. Puis il y a le côté administratif, mais il y a le côté aussi des services publics. Donc, l'étude qu'on va faire par une firme, ça va être SMI qu'on a choisi, va évaluer l'ensemble du travail des gens, l'organisation du travail, les tâches et les responsabilités pour s'assurer qu'on a les bonnes ressources en place, assis sur les bonnes chaises, qui font le bon travail. Ça va nous permettre d'évaluer aussi d'une façon objective et je dirais d'une personne extérieure les besoins aussi au niveau de la formation, de l'encadrement, aider les gens, les supporter aussi, puis s'assurer que les gens sont bien outillés et bien équipés également. Donc, ce tour d'horizon-là va être fait. C'était pas budgété au budget, et c'est un coût d'environ 70 000 là, présentement, le plus des frais afférents à ça, qui ça va faire en sorte que ça va être un dossier qui va nous coûter environ 100 000 mais ça va nous permettre d'aller chercher l'efficience et l'efficacité et de voir un peu si on a ajouté des ressources, est-ce qu'on ajoute les bonnes ressources aux bonnes places pour donner le meilleur service à nos citoyens. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on fait l'étude. C'est un dossier qu'on parle depuis environ 2 ans, qu'on voulait faire 2-3 ans. Et là, on en est rendu à l'étape où on doit regarder ce dossier-là. Donc, je propose donc de retenir la soumission de l'entreprise SMI Performance aux fins d'études organisationnelles pour les services administratifs et les services de travaux publics pour des montants respectivement de 41 400 et de 32 600, incluant toute taxe applicable auxquelles se rajoutent les frais d'hébergement selon les frais réels, les frais de repas et des frais de temps de transport là, et des frais de déplacement également. Donc, d'octroyer le contrat à l'entreprise SMI en conséquence. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous sommes rendus au point de l'urbanisme. Monsieur Robert, je vous passe le plan d'eau. Oui, c'est bon, c'est parti. Comme un seul homme, je vais vous faire ça assez brièvement ce soir. Donc, on y va avec 8.2. C'est une dérogation mineure au 10-18 route de Saint-Échier. Donc, je recommande au Conseil d'accepter cette demande de dérogation qui vise l'implantation d'un second bâtiment complémentaire de type garage isolé au 10-18, puis de conditionner cette approbation à ce qu'a proposé les membres du CCU lors de leur réunion du 21 juillet. Donc, vous êtes d'accord? C'est adopté à l'unanimité. nous poursuivons. Donc, approbation au PIA au point 8.3. Donc, je recommande au Conseil d'accepter la demande d'approbation au PIA pour permettre la construction d'un bâtiment complémentaire type conteneur sur le lot 4 582 885, adjacent à l'avenue Royale, mais non visible de celle-ci. Donc, c'est ce que je propose. Si tout le monde est d'accord? Oui.
Parfait. D'accord, c'est adopté l'unanimité. Puis j'aimerais dire pour les gens qui aiment ça avoir les adresses, c'est en faire du 72, 78 et 72-80 Avenue Royale. Parce que des fois, on a des numéros d'eau, mais on n'a pas nécessairement une adresse sur ce numéro d'eau-là. Vous avez bien fait de Mais on vérifier, vous donne monsieur le un maire, je ne l'avais constitué. pas moi. Vous avez fait vos devoirs, c'est très bien. Mais les autres, je les ai les autres. C'est bon. Fait que on continue avec une approbation au PIA. Donc, je recommande d'accepter une demande d'approbation au PIA pour permettre le remplacement de gouttière. On est au 75-16 Avenue Royale, sous condition que la gouttière soit de forme rectangulaire et d'une couleur identique à celle de la toiture. Merci, donc c'est adopté l'unanimité. 8.5. 8.5, c'est une autre approbation au PIA. On est sur l'avenue Royale, donc je recommande d'accepter la demande d'approbation au PIA pour permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal qui porte les adresses 8340 à 8342 Royal. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. 8.6. Donc, une autre approbation au PIA. On est pour l'implantation de bâtiment conteneur 8555 Royal. Donc, je recommande d'accepter cette demande. Voilà. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. 8.7. 8.7, une approbation au PIA pour la rénovation d'une galerie. Donc, je recommande au conseil d'accepter cette proposition de rénovation. On est à la galerie arrière du 8600 Royal et de conditionner cependant cette approbation à ce que les barottins soient installés sous la main courante et que la galerie et sa composante soient peintes de couleur blanche. Merci, il n'y a pas d'objection, donc c'est adopté à l'unanimité. 8.8. 8.8, approbation au PIA. Donc, je recommande au conseil d'accepter la demande qui vise à permettre la construction d'une galerie à la résidence qui est au 355 rue Pichette, sans condition particulière. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. 8.9. On est avec une nouvelle approbation au PIA. On est ici dans le coin, 254 rue du Couvent, la construction d'une remise. Donc, que je recommande au conseil d'accepter cette construction sans condition particulière. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 8.10. Approbation au PIA, on est au 35 route de Saint-Échelet, donc je recommande au conseil d'accepter cette demande pour permettre des travaux de rénovation et d'agrandissement de la galerie de la résidence au 35 Saint-Échelet sans condition particulière. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 8.11. On s'en va dans le Havre sur Saint-Laurent, approbation au PIA pour une gloriette. Donc, je recommande d'accepter la demande afin de permettre la construction d'une gloriette, donc un bâtiment complémentaire. On est au 98 montée du parc sans condition particulière. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. 8.12. 8.12, on est dans des travaux d'hiver là, sur le 82-12 Avenue Royale. Donc, je recommande tout simplement au conseil d'accepter ces travaux là, sans aucune condition particulière. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 8.13. C'est vous, monsieur le maire, 8.13. Prolongation de l'autorisation d'un garage temporaire. Donc, c'est la rue du Petit-Pré, c'est l'entreprise de M. Gosselin. Il y avait un abri pour l'hiver pour faire de l'entreposage sur son terrain parce qu'il y avait besoin d'endroits additionnels. Et considérant que M. Gosselin va déménager, il y a besoin de cet entrepôt-là encore là, pour une période donnée, jusqu'à temps qu'il déménage. Donc, en réalité, le conseil municipal avait adopté lors d'une séance du 10 novembre 2025 la résolution qui l'autorisait à l'implantation de garages temporaires sous son lot, comme au Petit Pré. Et il a bénéficié de cette résolution, a été déposé, il a déposé une nouvelle demande afin de prolonger l'utilisation du garage temporaire jusqu'au 15 avril 2027. Donc, considérant que le motif justifiant le maintien du garage temporaire a été modifié et est désormais lié aux besoins temporaires associés au déménagement de ses activités, le demandeur s'engage à retirer le garage temporaire au plus tard le 15 avril 2027. Donc, je propose que le conseil autorise l'implantation du garage temporaire de toile de 30 par 40. L'implantation du garage devrait respecter les normes d'implantation et le garage temporaire devrait être retiré au plus tard le 15 avril et aucune travaux mécaniques ne devrait être effectués dans le garage. Celui-ci devra avoir qu'un usage d'entreposage. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 8.14, M. Robert.
Oui, donc c'est l'approbation d'un usage temporaire au 7007 à Droual, ça c'est le moulin du Petit Prix. Donc le conseil considère ça comme une très bonne nouvelle, vous allez voir. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'implanter temporairement un camion de cuisine de rue en cours latéral du moulin du Petit Prix, accompagné de tables, chaises et oriflammes publicitaires, le tout avec une fréquence occasionnelle de 9h à 17h, donc du 11 août, à partir de demain. Donc en fin de semaine, j'imagine, jusqu'au 31 octobre, donc pour la période de l'automne. Considérant que l'alinéa A de l'article 7.5 du règlement de zonage ne permet pas l'usage temporaire demandé, puisque cet usage n'est pas de même nature que l'usage principal du terrain. Considérant cependant que, conformément à l'article 7.9 du règlement, le Conseil peut autoriser par résolution un usage temporaire et en préciser les modalités d'exercice. C'est pour ça donc que je propose que le Conseil autorise l'implantation d'un camion de cuisine de rue. Puis on peut le nommer, c'est la maison Smith, bien connue là, à Québec, là, qui viendrait installer là, son camion de cuisine de rue à partir de la fin de semaine prochaine, si le juge bon. Donc un camion qu'on vole toujours là, dans les événements qu'on promène en ville. Là. Donc c'est ce que je propose, Monsieur le maire. Bon, C'est bon? c'est accepté, c'est avec ta générosité. Et l'emplacement pour ceux et celles qui cherchent, là, c'est au moulin Le Petit Prix. Ce qu'on devrait regarder aussi pour remettre en fonction ce moulin-là, qui a une utilité à toute fin. Là. Et ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on est sur ce dossier-là avec M. Leclerc. Très bonne collaboration en passant. Donc je le remercie beaucoup pour sa disponibilité et les discussions qu'on a eues avec lui. Et puis, on a eu quelques entreprises qui nous ont approchés, mais là présentement, il y a une tentative avec La maison Smith. la maison Smith et on verra comment ça va évoluer. On invite les gens à l'encourager pour qu'ils puissent s'installer. On a un café ou deux. Ouais. Parfait, merci. 8.15, Madame Lefrançois. Oui, alors, comité de démolition, renouvellement des mandats. Donc, considérant la résolution 2023 0603-043 par laquelle le conseil municipal a adopté le règlement 603-23 relatif à la démolition d'immeubles, considérant que le règlement relatif à la démolition prévoit qu'un comité de démolition constitué de 3 membres du conseil municipal soit chargé de formuler les décisions relatives aux demandes de démolition et d'exercer tout autre pouvoir que lui confère le règlement, considérant la résolution relativement à la création d'un comité de démolition, considérant que le mandat des membres du comité de démolition est d'une durée d'1 an et qu'il est renouvelable. En conséquence, je propose de procéder au renouvellement des mandats des membres du comité de démolition tel qu'entendu au sens du règlement 603-23 relatif à la démolition d'immeubles, de mandater ce comité pour formuler les décisions relatives aux demandes de démolition et exercer tout autre pouvoir que lui confère le règlement, de nommer les personnes suivantes comme membres du comité, M. Patrick Tanguay, M. Maxime Roberge, M. Éric Rémillard. Merci. Il n'y a pas d'objection, donc c'est adopté à l'unanimité. 9.1, Madame Lefrançois. Oui, alors, embauche de Mme Andréane Boivin à titre de coordonnatrice loisirs, culture, patrimoine et développement. Donc, c'est un renouvellement de poste. Ce poste-là existait déjà. Donc, considérant que la Ville de Château-Richer a procédé à l'ouverture d'un poste de coordonnateur loisirs, culture, patrimoine et développement à la suite de la démission de M. Martin Pouliot, considérant le processus de sélection mis en place afin d'évaluer les candidatures reçues, considérant la recommandation positive du comité de sélection à l'égard de Mme Andréane Boivin, considérant que le conseil municipal est en accord avec cette recommandation. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Andréane Boivin à titre de coordonnatrice loisirs, culture, patrimoine et développement, d'accorder à Mme Andréane Boivin les pouvoirs et responsabilités qui lui sont conférés par les lois, règlements et directives administratives en vigueur, d'autoriser M. Gino Pouliot-Maire et Mme Magali Lavigne, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail avec Mme Andréane Boivin. Merci. Il n'y a pas d'objection, donc c'est adopté à l'unanimité. 10.1, c'est un mandat à la firme d'avocats Morancier dépôt d'une procédure d'homologation de transaction. Donc, on a eu une décision de la Cour provinciale sur laquelle on a eu gain de cause qui visait un citoyen. Et on a eu des échanges avec la personne et on a assoupli un peu la décision qui avait été rendue là, par le juge de la Cour. Cependant, cette décision-là, cette entente-là qui a été faite, il faut la faire homologuer parce que si la personne ne respecte pas l'entente qu'il y a eu entre nous, mais nous, on va avoir des recours juridiques là, pour agir dans ce dossier-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait une transaction d'homologation.
Donc, en conséquence, je vous propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'homologation de la transaction intervenue dans le cadre du dossier judiciaire portant le numéro 200-17-03-7826-252 auprès de la Cour supérieure, de donner mandat à la firme Montmorency Société d'avocats aux fins du dépôt là, auprès de la Cour d'une telle demande d'homologation. Donc, vous êtes d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Robert, 10.2. Oui, c'est une autorisation de cession du parti du lot 4 583 004. Ça, c'est le lot du terrain des loisirs. Donc, ça a rapport aux 2 blocs là, qui ont été construits dernièrement. Donc, considérant que la Ville a, en septembre 25, autorisé la construction d'une habitation multifamiliale de 8 logements sur le lot voisin, considérant que le lot voisin est adjacent au lot du terrain des loisirs, considérant que le promoteur a demandé à la Ville la cession d'une bande de 2,75 mètres de large et 32,5 mètres de long en sa faveur, aux fins d'implanter adéquatement des remises et des conteneurs à déchets. Considérant que le terrain demandé n'apparaît pas d'intérêt pour la Ville puisque situé de l'autre côté du talus, en bas de la patinoire, et du fossé de drainage présent dans le secteur, considérant que le prix de vente est fixé à 4 900 $ et que le promoteur prendra en charge tous les frais découlant de cette vente, je propose donc d'approuver la vente d'une partie du lot du terrain des loisirs, largeur de 2,75 mètres et longueur de 32,5 mètres, et d'autoriser M. le maire et Mme Lavigne à signer tout acte juridique visant à donner plein effet à la présente résolution, incluant toute promesse de vente et tout acte notarié en conséquence. Merci. Il n'y a pas d'objection, donc c'est adopté à l'unanimité. 10.3, c'est une demande d'aide financière du programme FIERH, F-I-E-R-H. C'est un nouveau programme là, que je ne connaissais pas, mais considérant que l'accès au logement est un enjeu grandissant au Québec en raison d'une demande croissante et d'une offre limitée qu'on a, considérant que le gouvernement provincial souhaite lutter contre la difficulté d'accès au logement en déployant notamment le programme de financement. Donc, considérant que le programme du volet 2, FIERH, vise à soutenir la croissance des collectivités en contribuant au maintien de la construction du logement par un soutien financier aux municipalités. Donc, en considérant aussi qu'il y a l'intérêt de la Ville de Châteaurougis de déposer une telle demande au niveau du volet 2, qui est le soutien à la croissance et de l'offre de logement pour le programme FIERH, je propose donc de présenter une demande d'aide financière au volet 2 du programme FIERH et de confirmer que la Ville de Châteauroux a pris connaissance du guide FIERH, qu'elle a effectué toutes les prises de renseignements nécessaires et qu'elle comprend les modalités du programme qui s'appliquent à son projet. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? C'est adopté à l'unanimité. C'est une aide financière qui est à la hauteur environ de 80 %. C'est dans le cadre où on aurait un développement qu'on pourrait faire là, au niveau du logement. Donc, il y a un projet qui est sur la table présentement qu'on est en train d'évaluer, mais là, comme la demande de subvention elle arrive, nous, on ne doit pas passer à côté là, pour pouvoir faciliter. Je ne crois pas qu'on fait une demande de subvention, ça veut dire automatiquement qu'on va la prendre, mais au moins, si on est accepté et que le programme ou la possibilité de mettre en place des établissements de logement pour offrir ça à nos citoyens, pour les garder à Château-Richer. Mais à ce moment-là, on pourra faire le move là, si c'est lieu. 10.4. Oui. C'est l'achat, M. le maire, de lieux de la part de golf. Oui. Dans le cadre du tournoi annuel de la municipalité de l'Ange Gardien. Considérant que le Conseil juge opportun de participer au tournoi de golf annuel de nos voisins, considérant que les gains dans le cadre du tournoi sont octroyés à des organismes caritatifs, en conséquence, je propose de présenter l'inscription de 2 participants au tournoi de golf annuel de l'Ange Gardien pour la somme de 110 $ par participant. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.5, Mme Lefrançois. Oui, alors concernant la résolution numéro 2026-1307-242, donc on parle ici du retrait du règlement d'emprunt 662-26, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 297 000 pour l'aménagement intérieur des bureaux administratifs dans l'immeuble du vieux couvent. Alors, considérant les démarches entreprises par le conseil municipal en vue de l'adoption du règlement d'emprunt 662-26, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 297 000 pour l'aménagement intérieur des bureaux dans l'immeuble du vieux couvent, considérant que la tenue du registre le 25 mai 2026, considérant que, suivant les résultats de la tenue de ce registre, le nombre de demandes valides est suffisant
pour qu'une approbation référendaire soit requise conformément aux dispositions applicables afin que le règlement puisse entrer en vigueur. Considérant que des sources de financement ont été identifiées pour la réalisation du projet et qu'il n'apparaît désormais plus opportun pour le Conseil de recourir à un règlement d'emprunt de ce montant afin d'en assurer le financement, considérant qu'il apparaît dès lors pertinent de retirer le règlement d'emprunt 662-26 en application des dispositions pertinentes de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que le règlement précité n'est jamais entré en vigueur, je recommande de retirer le règlement d'emprunt 662-26, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 297 000 pour l'aménagement intérieur des bureaux administratifs dans l'immeuble du vieux couvent. Merci, mais comme vous l'avez dit précédemment, on va jusqu'au 6 septembre pour faire, selon les délais juridiques, pour faire le vote, mais comme c'est l'Assemblée qui précède le 6, c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vote la décision aussi également. Puis dans un des considérants, puis je l'ai dit dans mon mot d'ouverture, présentement, les subventions qui existent présentement ou qui vont exister n'existaient pas au moment où on a fait la demande de règlement d'emprunt. Donc, vous êtes tous d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Oui, d'accord. Ça va? Il y en a pas. Monsieur le greffier, désolé. Non, excusez-moi. Le correspondance, il y a une petite coquille. Non, c'est ça, c'est une coquille, c'est l'ancienne. Okay. C'est marqué sur le feuille. Non, c'est ça. C'est une coquille de correspondance, OK. Donc, la période des questions, point 12. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, j'ai droit à un préambule, monsieur Greffier? Allez-y. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Marie-France Villa, je vais parler fort parce que je veux que tout le monde nous entende. Oui. Donc, ce soir, je ne viens pas parler uniquement de bâtiment, je viens parler de démocratie. Depuis le début de ce projet, de nombreux citoyens posent des questions. Ils demandent des explications, ils souhaitent comprendre les impacts financiers, les priorités de la ville et les conséquences à long terme de cette décision. Ils ne cherchent pas à bloquer le développement de Château-Richer, ils demandent simplement d'avoir une voix. Pourtant, tout ce qui se passe donne l'impression que cette voix dérange. Lorsque des citoyens utilisent les mécanismes prévus pour participer aux décisions, on cherche une autre avenue. Lorsque la population demande d'être consultée, on lui répond qu'il existe maintenant une autre façon de procéder. Et au final, on avance quand même vers le même objectif. Je me pose donc une question très simple. Si ce projet est réellement aussi avantageux qu'on nous le présente, pourquoi craindre que les citoyens puissent se prononcer? Pourquoi éviter leur jugement? Pourquoi ne pas leur faire confiance? Une démocratie ne se mesure pas uniquement au nombre d'élections. Elle se mesure aussi à la place que l'on accorde aux citoyens entre deux élections. Être élu donne le pouvoir de décider, mais cela donne aussi la responsabilité d'écouter. Aujourd'hui, plusieurs citoyens ont l'impression que les décisions sont déjà prises et que les consultations ne servent qu'à les informer de ce qui a été décidé. Ce n'est pas la vision que j'ai de la gouvernance municipale. Lorsqu'une municipalité s'engage dans un projet de plusieurs millions de dollars, il est normal que les citoyens souhaitent participer à cette décision. C'est leur argent, c'est leur patrimoine, c'est leur municipalité. On nous parle de subventions. Bien sûr qu'une subvention est intéressante, mais une subvention n'efface pas les coûts. Elle n'efface pas les emprunts, elle n'efface pas les frais d'entretien futurs, les rénovations à venir, ni les choix que nous devrons faire en renonçant à d'autres projets. Une subvention ne transforme pas automatiquement un projet en priorité. Est-ce réellement le meilleur choix pour Château-Richer, aujourd'hui et pour les prochaines générations? Les citoyens méritent d'être partie prenante de cette réflexion, parce que la confiance ne se décrète pas. Elle se construit, et elle se construit en écoutant la population, même lorsqu'elle pose des questions difficiles. Ce soir, il n'est pas seulement question du vieux couvent. Il est question de la confiance entre les élus et les citoyens. Une confiance qui se bâtit par la transparence, par l'écoute et par le respect de la participation citoyenne. Les bâtiments, les bureaux, les projets passeront. Mais la façon dont nous choisirons de gouverner notre ville, elle laissera une empreinte pour longtemps. J'espère sincèrement que nous choisirons une gouvernance qui rassemble plutôt qu'une gouvernance où les citoyens ont le sentiment d'être mis devant le fait accompli. Je lance donc un appel au Conseil. Ne voyez pas la participation citoyenne comme un obstacle. Voyez-la comme une richesse. Ne cherchez pas seulement à réaliser un projet, cherchez à rallier la population autour d'un projet. Car au bout du compte, un bâtiment peut durer des décennies, mais la confiance des citoyens, elle, peut se perdre beaucoup plus rapidement. Donc, ma question. Vous avez dit
que vous voulez jumeler l'ancien emprunt d'1 297 000 au Pracim volet 2 avec la crédit. J'ai fait mes recherches et au niveau du MAMACH, il y a des cas spéciaux de règlement d'emprunt qui ne nécessitent pas l'approbation de personnes habiles à voter. Et là-dedans, il est cité que tous travaux subventionnés à 50% et plus par le gouverneur ou l'un de ses ministres n'est pas obligatoire de faire une demande de vote. Moi, je vous demande, allez-vous faire une demande de vote pareille sur ce règlement d'emprunt qui va excéder la demande du Pracim volet 2? Première des choses, j'ai souligné à plusieurs reprises que je félicitais la mobilisation des gens. Parce que les gens se sont mobilisés autour d'un sujet et d'un dossier qui les intéressait, qui les touchait. Et je suis content de voir que les gens se sont mobilisés. Pour ce qui est de la crédibilité, oui, c'est dur à gagner, la crédibilité, puis c'est pas dur à perdre. Mais c'est pas juste dans un sens, ça va dans les deux sens, cette situation-là. Donc, il faut faire attention quand on avance des choses, puis quand on dit des affaires. Donc, je suis très conscient de ça. J'ai travaillé dans un milieu où c'était pas toujours facile. Et de perdre sa crédibilité, on peut la perdre d'un claquement de doigts. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu la crédibilité, ma crédibilité et celle du conseil non plus. On essaye de me la faire perdre, mais ce n'est pas arrivé encore. Et je le support des citoyens là-dedans. Présentement, il y a eu un conseil, une séance municipale où les gens m'ont demandé d'appliquer les règles correctement. D'appliquer les règles correctement, ça peut faire en sorte aussi que ça ne fasse pas mon affaire, que je les applique correctement, les règles. Nous, ici, là, on est encadré au niveau juridique, au niveau des lois sur les cités et villes, sur le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On doit respecter les règles. Donc, c'est ce qu'on fait. Et on ne dérogera pas de ça. On ne fera pas de fling-flang pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, là. Il n'y en sera jamais question. Nous, on va travailler et on va sur la règle à faire. Là, présentement, comme il y a des subventions qui sont possibles d'être faites, puis quand on parle de jumeler, c'est qu'on ne va pas déposer plus qu'un dossier. Comme vous le savez, il y avait, à l'époque, il y avait le PRABAM qui existait, qui est un programme d'aide pour justement la rénovation de certaines infrastructures mobilières. Et il y a aussi le Pracim. Le PRABAM, ils en ont mis fin. Quand on a déposé notre demande au niveau du garage municipal, pas longtemps après, on a eu l'information comme de quoi les enveloppes étaient aussi épuisées et on n'a pas pu accepter. Le PRABAM, dans ce programme-là, pour la saison qui s'en vient, ne sera pas reconduit par le ministère, mais ils ont modifié les clauses au niveau du Pracim, c'est ce qu'on a compris. Et ça nous permet à ce moment-là de développer, de déposer. On aurait pu déposer au niveau du PRABAM, mais comme qu'il l'avait enlevé, on n'a pas pu le faire. Donc là, on va le faire avec le Pracim, mais on va faire un dossier, le dossier du garage municipal, on attend toujours la réponse. Il va y avoir le dossier des bureaux de la ville, des bureaux d'hôtel de ville qui vont sur au 4e étage. Et ça, quand le dossier va s'ouvrir, on fait la demande pour ça. Là, l'extérieur, je vous ai dit tout à l'heure que ça allait être fait parce que tout est en place pour être fait. L'intérieur, on va attendre d'avoir l'autorisation. Puis quand on fait des règlements d'emprunt, même s'il y a une possibilité de vote parce qu'il n'y a pas de subvention, bien, on met toujours la petite ligne à la fin de dire que quand il arrive des programmes de subvention, bien, on déduit du montant. Avec ces exemples, on avait eu le hockey, puis là, on ne sait pas parce qu'on ne dira pas en vote référendaire, mais on avait été en vote référendaire, puis on aurait eu le hockey. Bien, il aurait fallu que même, on aurait travaillé quand même, continuer pour aller chercher des subventions quand même, puis on l'aurait déduit du 1 200 000 qui était présentement demandé. Ça aurait été fait ce travail-là de toute façon. Puis on a eu des discussions aussi avec la caserne de pompiers. On s'est dit, oui, on a prévu combien ça va coûter, mais est-ce qu'on va attendre d'avoir des subventions avant d'aller plus loin? La réponse est oui, parce qu'on ne peut pas alourdir la charge fiscale au niveau des citoyens. Ça fait partie de notre responsabilité et ça, on y tient et on va le faire. Présentement, faire un vote référendaire alors qu'il y a une possibilité d'avoir une subvention qui fait en sorte qu'on va éviter cette procédure-là, bien à ce moment-là, on vient de sauver 40 000 $. Aller faire un vote référendaire sur un dossier règlement d'emprunt que finalement on n'utilisera pas parce qu'on va y aller avec des subventions, ça aurait été à toute fin pratique inutile de faire ça et irresponsable d'aller dépenser 40 000 $. C'est pas qu'on n'a pas. J'ai pas peur des citoyens, j'ai pas peur de l'opinion des citoyens. C'est eux qui nous ont élus et qui nous ont mis en place. Fait que moi, là, j'ai totalement confiance aux citoyens. Si les citoyens on n'avait pas eu la possibilité d'aller déposer un règlement d'emprunt
d'aller déposer une demande de subvention, on l'aurait fait le vote référendaire. Puis là, si les gens avaient dit non, ils auraient dit non. Puis si les gens avaient dit oui, mais ils auraient dit oui. On aurait vécu avec ça. L'une ou l'autre des décisions, on aurait vécu avec. Mais par contre, on a la possibilité d'aller chercher une subvention. Donc, on ne pense pas à côté de ça parce qu'il y a des gens qui se sentent peut-être brimés. Malheureusement, c'est pas l'objectif, c'est pas de brimer personne, mais d'expliquer la situation puis pourquoi nous en sommes rendus là aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Oui, mais moi, je vous ai posé la question, est-ce que vous allez faire une demande de vote sur le prochain emprunt qui va être jumelé à la subvention pour le Pratim volet 2? Lorsqu'on a des critères, tout dépendant des critères, c'est à 50%, vous l'avez dit tout à l'heure, mais Oui, des fois, plus. ça se peut qu'il y en ait un petit peu moins que 50%, puis on n'ait pas besoin de vote. Ça, c'est le ministère qui nous l'indique. Fait que si le ministère nous dit que dans ce règlement d'emprunt-là, vous n'avez pas besoin d'aller en PHV, mais c'est sûr qu'on n'ira pas en PHV. On n'a pas à aller en PHV dans une affaire. Là, le dossier du Vieux-Couvent, il était tout fin pratique réglé. Là, on passe chez le notaire d'ici une semaine. Fait qu'on va être propriétaire. Là. Après ça, ben, c'est de faire des choses, faire des rénovations. Si on est capable de le faire, ben, à ce moment-là, c'est avec les subventions, on le fera. Puis on va le faire avec les subventions. Puis si le ministère nous dit qu'il faut faire un vote référendaire, on va en faire un. Puis si le ministère dit qu'on n'a pas à faire ça, on ne le fera pas. On ne fera pas un vote référendaire pour faire un vote référendaire. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Il y a des lois, il y a des règles, on respecte les normes et les règlements en place. C'est aussi simple que ça. Fait que là, vous êtes en train de me dire que chaque citoyen va être obligé d'appeler au MAMACH ou d'écrire au MAMACH pour leur demander qui autorise un vote. Parfait. C'est ce qu'on va faire. Ben, c'est pas ça que je vous ai dit, mais c'est ça que vous en concluez. Ça vous appartient à vous, la conclusion. Moi, je n'embarque pas dans votre affaire. Je n'embarque pas dans votre affaire, madame Miller. Oui, je me nomme, mon nom c'est Joseph Eugène Louis Vézina. La question numéro 1. Réalisez-vous que la décision d'accepter le projet du 6 logements au 10 route Saint-Achillé va à l'encontre du règlement 579-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale qui s'applique au niveau villageois de Château-Richer? Écoutez, le dossier a été évalué. On a regardé l'ensemble des situations. C'est un dossier même qu'on avait remis la décision parce qu'on voulait s'assurer qu'on faisait le tour de tout là-dedans. Et le dossier cochait toutes les cases. Il cochait toutes les cases au niveau du respect des normes, de la dimension du bâtiment, la visibilité en arrière-cour des gens qui sont en arrière. Les gens qui sont en arrière, ils ont tous des propriétés d'environ 2 logements. La personne l'entreprise qui voulait bâtir voulait faire un 8 logements. Donc, vous, votre vue, elle aurait été de voir 3 étages, parce qu'il y avait un étage qui est comme en souterrain, là, il y a le rez-de-chaussée qu'on appelle le rez-de-jardin. Là. Vous auriez vu 3 étages. Fait que là, on a demandé de diminuer le nombre de logements à 6 pour faire en sorte que, de votre vue, ce que vous allez voir, ça va être la même hauteur que votre maison, c'est 2 étages. Donc, tous les critères, tous les paramètres ont été évalués, étudiés, respectés et il est conforme. C'est conforme. Je tiens à vous mentionner que vous avez évalué ça sans plan, deuxièmement, sans plan d'implantation et d'architecture. Il n'y avait aucun document valide, c'était juste des croquis et des esquisses. Puis d'ailleurs, le CCU, eux autres, ils ont refusé parce qu'ils ont été en profondeur, ils ont regardé ça de plus près. Puis, deuxièmement, c'est que ça ne cadrera pas avec le milieu aucunement. Bon, là, ma deuxième question. Réalisez-vous que la décision que vous avez prise illustre à quel point le conseil municipal n'a démontré aucune considération pour le sentiment d'appartenance que les résidents du secteur de la côte de la Chapelle et de la route Saint-Achillé ont développé pour leur milieu de vie? Comme je vous le dis, c'est que un dossier, quand il nous est soumis, il faut qu'il soit évalué. Puis le CCU, lui, a un pouvoir de recommandation. C'est le conseil qui a la décision. Le conseil, c'est les gens qui sont autour de la table. Ici, chacun a un vote. Donc, tout le monde se prononce et c'est comme ça que les décisions sont prises. Maintenant, vous avez la perception qu'on n'a pas écouté, mais en même temps, il faut écouter ce que les gens demandent au niveau de l'implantation ou au niveau de leur projet. Et pour dire non à quelqu'un, il ne faut pas que le règlement nous permette de le faire.
À contrario, si on avait dit non à cette personne-là aurait pu revenir contre la ville parce qu'on lui reprochait de faire un projet que le règlement lui permet de faire. Elle a des droits, cette personne-là aussi. On ne peut pas faire fi de ça. Donc, on doit respecter les règles, les normes, que ça fasse notre affaire ou que ça ne fasse pas notre affaire. Ça nous dérange, je le comprends, mais on ne peut pas changer. Il aurait fallu qu'on ait d'autres règles, d'autres normes en place qui auraient permis à la ville d'avoir une prise pour dire non. On ne peut pas dire non aux gens comme ça. De toute manière, le projet, là, il doit s'intégrer au milieu. Puis ce bâtiment-là, là, c'est un bâtiment contemporain dans le milieu où l'on est, là, où vous voulez le bâtir, là, patrimonial, il ne cadre pas. De toute manière, ailleurs, là, la Ville de Québec n'aurait jamais accepté ça. Puis là, bon, là, deuxième question. Là, Donc, vous avez deux questions posées. bon, là, une chose, là. Les conteneurs, là, tantôt, vous avez vendu un terrain, là. Les conteneurs devaient, on va-tu avoir ça à vite? Tout le temps, là? On voit ça par la route, là, dans les conteneurs dans la montée du parc, là, les 4 gros conteneurs bleus, là, c'est en arrière de, eux autres, là, c'est comme à l'arrière de leur maison, mais la rue est en arrière des conteneurs. On va aviser le service d'inspection qu'on va aller voir. Moi, je sais Donc, pas. vous avez vendu le terrain, là. Ce qu'on a autorisé tantôt, c'est des remises. C'est des remises. Qui vont être Vous avez-vous vu la situation actuelle? On croirait que la ville, ils ont les yeux fermés. On croirait que vous avez comme dans les dires notre municipalité. Puis on dirait aussi tantôt, là, vous devriez acheter des billets de l'Auto-Québec. Vous n'avez rien d'écrit. On va avoir ci, on va avoir ça. Vous n'avez pas, avez-vous des écrits de dire ça va être 500 000 qu'ils vont nous donner, puis on a un contrat d'entrepreneur, ça coûte 1 million. On ne sait pas. C'est tout du fling-flang. En tout cas, c'est ma raison, c'est mon opinion, puis je ne pense pas de me tromper parce que j'y ai réfléchi. Merci beaucoup, M. Zinoff. Je peux me permettre peut-être d'équilibrer, Oui. j'ai 4 questions en ligne, si je peux me permettre d'en poser 2. J'ai une première question de M. Jérôme Véraud. En vertu de quelle résolution la conseillère cadre aux communications a été embauchée comme employée et depuis quelle date? En vertu de quelle résolution? Oui. Bon, on a créé un poste, et c'est sûr que comme c'est un poste cadre, et que c'est un poste où il y a une implication au niveau des prises de décision, et qu'il y a une influence importante au niveau de l'organisation. Oui, il y a eu une résolution qui confirme son embauche à ce moment-là, mais je pense que c'est en février ou en mars dernier qu'on a voté cette résolution-là. C'est un des 2 mois, il faudrait vérifier, là, mais je vous invite à communiquer avec le greffe, puis on va vous orienter là, vers où aller chercher la résolution là, sur la page web de la Ville, parce qu'elle est là, la résolution. Et j'avais une autre question, mais qui a, je crois, été supprimée. Je posais l'autre question de M. Jérôme Béraud. À quoi correspondent les paiements identifiés comme avance en faveur de l'organisme aux 3 couvents, totalisant la somme de 6 900 $ pour la période du 12 mai au 4 juin, et en vertu de quelle entente ces sommes ont été émises à cet organisme? Est-ce un surplus de 52 000 $ convenu pour la vente à la ville de la bâtisse du vieux couvent? Je vais vérifier le montant, là, par cœur, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de pouvoir le dire? En fait, le C1900, c'est que c'était la contribution pour les frais d'électricité, les frais courants finalement là, du fonds courant. C'est pas pour pour des rénovations, c'est vraiment les frais courants là, d'électricité, de téléphone, mettons, des choses comme ça. Depuis le début de l'année. On n'est pas propriétaire. Pas propriétaire. C'est pas à nous autres de payer ça. Ça veut dire qu'on a notre centre de généalogie à l'intérieur du fonds courant. Il n'est pas à nous. Il n'est pas à nous. Là, nous, en réalité, dans ce montant d'argent-là, nous, on donnait des sous. En réalité, on donnait des sous à l'ancien 3 couvents qui n'existe plus. Qui existe, mais c'est un autre conseil d'administration qui est là. Et on donnait des sous pour la location là, du centre de généalogie. Mais depuis qu'on est en transaction, puis que la volonté, puis que c'est dévoté comme de quoi qu'on va prendre possession, à ce moment-là, nous, on n'a pas donné des sous aux 3 couvents par rapport à la location du centre de généalogie qu'on a la charge. Donc, c'est la raison pour laquelle on a assumé ces frais-là, ça équivaut à peu près au même montant. Donc, ça explique la situation. Et là, on a fait des démarches auprès de j'ai regardé, on est en train de regarder. On peut toucher, s'il vous plaît. On est en train de regarder aussi pour voir si on n'est pas capable de régionaliser, parce qu'en réalité, le centre de généalogie, c'est tous les gens de la Côte de Beaupré qui en bénéficient aussi en même temps. Mais c'est la ville qui en assume l'entièreté des frais là, depuis sa naissance en Beaupré. On est en train de faire des démarches à ce niveau-là aussi pour partager
Bonjour, Chantal Poirier. Je suis au 14 route Saint-Achillé, qui est voisin du 10 route Saint-Achillé, dont M. Vézina parlait tantôt. Aussitôt que le promoteur du 10 route Saint-Achillé a acheté son terrain, elle m'a contacté sur Messenger pour acheter le reste du mien. Pour me demander si mon terrain voisin du sien était à vendre. Donc, c'est évident que son terrain est trop petit. Et en plus, le mien aussi est zoné M274, ce qui est parfait pour elle. Ma question est, je voudrais savoir c'est quand et pourquoi c'est devenu zone M274, vu que c'était H301. Quand et pourquoi? Est-ce qu'on le sait, moi, je sais pas. Ça date de 2016 minimalement. OK. Ça n'a pas été à la vente du terrain, de la maison. Il y a Pourquoi rien ils ont fait ça? Il n'y a rien qu'à bouger. Ça date de. Les informations que j'ai, c'est dans notre règlement de zonage. C'est là depuis 2016. Ça a été reproduit en 2020. C'est encore présent aujourd'hui, en 2026, qui est le même règlement depuis 2020. OK. Parce que la petite parcelle que moi j'ai rachetée dans le temps, quand ils m'ont vendu ça, cette petite partie-là, elle fait partie de ça. Fait que c'est pour ça qu'elle voulait l'avoir. Mais moi j'ai dit non. Ça fait 10 ans que c'est le même zonage sur ce terrain-là. Ça vous appartient, vous voyez, on a fait beaucoup de refontes des règlements. Puis quand on est arrivé en 2021, il y avait beaucoup de règlements qui étaient en vigueur, qui étaient faits, mais qui n'étaient pas signés, puis qui n'étaient pas en vigueur. On a eu à composer avec ça. On vous en a parlé à plusieurs reprises qu'il fallait faire un travail énorme là-dedans. Avec l'arrivée des gens au niveau de l'urbanisme, puis avec l'arrivée des INS de formation en droit, ça nous a permis de faire une refonte de beaucoup de ces règlements-là. Et il y a d'autres règlements, comme ce genre de zonage-là, pour répondre aussi à M. Vézina en même temps, il va falloir qu'on les regarde, il va falloir qu'on se penche dessus, puis M. Berger m'en a parlé également. Okay. Fait qu'il y a des choses qui vont être à regarder, on en découvre encore des affaires, il n'y a rien de parfait, mais ce qui existe et qui est en vigueur, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. On n'a pas le choix de suivre les règles et les normes qui sont en vigueur. Malheureusement, ça peut déplaire, on comprend, puis je partage votre sentiment par rapport à ça, mais en même temps, on est obligé légalement de suivre ce qui est en vigueur. Par contre, ça nous appartient après ça, quand on voit des choses comme ça, de changer des choses pour les améliorer et les rendre meilleures. Ce qu'on pense qui va être meilleur aujourd'hui, peut-être que ça ne sera pas dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, mais au moins aujourd'hui, avec les éléments qu'on emmène, ce qu'on change, ce qu'on fait, c'est pour améliorer la situation, améliorer la protection des citoyens et les services qu'on donne aux gens aussi en même temps. Voulez-vous expliquer c'est quoi la différence de le M et le H? Là? Parce que moi je le sais, mais le monde ne le sait pas. Là. OK. Vite de même, la zone M, c'est une zone mixte qui permet une plus grande densité de logements. Et la zone H, c'est une zone plus résidentielle dans laquelle la densité est plus faible. Donc c'est là où on parle d'une différence entre un 3 logements ou un 6 logements. OK. Merci. C'est les zones familiales ou logements. C'est ça la différence. Bon, quand on parle de logement, on peut parler de multilogement. Si on parlait d'un duplex, on ne parle pas, c'est ça, on est rendu dans un multilogement. Oui? Est-ce qu'on a d'autres en ligne? Il y en aura une, mais... Ouais, ok. Donc, Madame Marie-Christine Leclerc, excusez-moi. Pourquoi, dans le temps qui ont fait le développement, que M. Baril, dans le dernier conseil, a dit que le CCE a fait le choix de ne pas mettre à l'entrée du développement 2 logements dans leur plan de développement pour ne pas briser l'environnement du patrimoine, et que Mme Lefrançois a dit que c'était une exception pour le 6 logements? La première partie, je ne me souviens pas trop, là, parce que qu'est-ce qu'elle veut dire? J'ai lu vraiment... Écoutez, on l'a pris en note, la question? On l'a pris en note? On va regarder ça, Mme Leclerc, puis on va vous revenir pour vous répondre à ça, s'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde, Jimmy Saint-Hilaire. D'abord, un remerciement à Mme Lefrançois, parce que vous avez présidé à la place de M. Pouliot. Vous avez extensionné la période de questions. Je peux vous dire, vous avez eu 2 morceaux de robot. C'est par la population. On m'en a parlé. Alors, je vous transmets les remerciements. Je voudrais m'entretenir avec vous, M. le maire, le projet PUI, pour les faux sceptiques dans le bas du château.
Beaucoup de personnes m'ont demandé de mettre mon gros nez là-dedans. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé du monde là-bas, je suis allé voir. J'ai même rencontré M. Berger qui m'a bien reçu sans rendez-vous. Je l'ai mentionné déjà dans une vidéo. J'ai parlé avec lui, mais il m'avait dit où il y a 2-3 propriétaires terriens qui refusaient de prolonger le fameux tuyau en arrière-l'eau pour donner des égouts à tout le monde. Donc, j'ai invité le monde à me contacter, c'est ce qui est arrivé. C'est vrai, il y a quelques années, je lui ai demandé si la ville les avait contactés en 2026 pour prolonger ce tuyau. Tout le monde m'a répondu non. Alors, ma question, M. le maire, est simple. Pourquoi ne pas... aussi, je voulais vous dire, j'ai aussi parlé à la CPTAQ et c'est possible de le faire. C'est dur de parler à la CPTAQ, je vous comprends des fois quand vous dites que c'est long. Pourquoi vous n'avez pas contacté les citoyens pour prolonger ce tuyau-là, pour faire sauver beaucoup d'argent aux citoyens, parce que les faux septiques à 45 000 annoncés, c'est quand même très cher. Premièrement, j'invite les gens qui vont favoriser le programme Q, qui vont avoir de l'aide du programme Q, de communiquer avec la ville pour avoir l'information, puis ça vient directement de nous autres, là, pour que vous ayez l'information qui est juste et correcte. Là. En partant, je vais préciser cette chose-là. M. Saint-Hilaire n'est pas mandaté de nous représenter dans ce dossier-là. Deuxième chose, pour répondre à votre question, M. Saint-Hilaire. Premièrement, quand on a commencé à regarder le dossier des eaux usées, on a évalué l'ensemble de la canalisation, puis on l'a déjà expliqué lors des séances du conseil avec des caméras pour voir un peu la désuétude du réseau. Et l'objectif premier était de faire passer le réseau par l'avenue Royale au complet. Dans le passé, il y a des équipes qui ont tenté de dézoner chaque bord du terrain, 80 mètres chaque bord. Ils ont essayé de passer sur les terrains en arrière à 2 reprises. Et à chaque reprise, ça n'avait pas fonctionné. Fait que là, nous, on a dit, on va regarder, puis il faut avoir aussi l'aval de la MRC dans ce dossier-là. Parce que ça tient compte aussi du schéma d'aménagement, puis tout ce qui est zone agricole, avec la CPTAQ, pour avoir l'aval et l'autorisation de ces gens-là. Donc, il y a une démarche à faire. Qui est quand même puis relativement laborieuse, de donner une réponse au téléphone, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais d'avoir des réponses écrites, c'est une autre histoire, puis avoir des décisions écrites, c'est une autre histoire. On fait des représentations. Donc, l'objectif était de passer par l'avenue Royale dans un premier temps pour faire la canalisation, puis là, on a regardé la possibilité de le faire. On a regardé les coûts associés à ça aussi en même temps. On a regardé aussi la possibilité de connecter les gens sur un réseau qui est commun, sur un terrain qu'on aurait acheté, puis qui aurait eu comme genre des bassins de décantation, qui aurait eu le même genre, qui aurait eu un effet de filtration. Et à l'époque, on l'a fait comme ça pour regarder, puis pour aller installer les fosses si on ne peut pas passer par le chemin. L'autre affaire pour le chemin, c'est aussi ça prend des surpresseurs pour envoyer aussi les produits là, au niveau de l'usine de filtration des eaux usées. Donc, il y avait un investissement colossal par rapport à ça. Puis à ce moment-là, tout ce que je viens de vous dire, là, le programme PUI n'existait pas encore. On était en contact à ce moment-là aussi avec les gens au niveau de l'environnement. On a eu des rencontres à quelques reprises. Ça aussi, je vous l'ai partagé durant les séances du conseil, concernant le fait que ça faisait déjà 15 ans que la ville était sous la loupe et qu'on devait agir et intervenir. Les discussions avec le ministère de l'Environnement ont lieu, comme je dirais, au mois de février-mars. Et le coup de baguette magique est arrivé en mai, je pense, ou fin avril, début mai, la possibilité du programme PUI pour aider les gens. Donc, ça aide les gens à la hauteur d'environ 50% pour les installations des systèmes de fosses septiques et tout ça. Donc, on s'est inscrit dans le programme, puis on a été sélectionné, on a obtenu 2,1 millions. On a essayé de regarder pour le genre de bassin de décantation pour être capable de connecter environ 130 maisons, 129 maisons sur ce réseau-là. Et le programme PUI ne couvre pas ça, puis ils ne veulent pas ça non plus. Ils ne veulent pas qu'on embarque dans cette chose-là, puis les coûts sont trop élevés. Ils sont moins élevés que d'aller se connecter avec le réseau d'égouts, des eaux usées, la RAE, mais c'est plus élevé que le système des installations. Là, on est accepté. Fait qu'on n'a pas le choix d'avancer dans ce corridor-là pour faire l'installation. Et les gens, ils ont commencé, les évaluations ont été faites, là, puis les installations vont commencer bientôt. Donc, tout cet engrenage-là est fait. Pourquoi qu'on n'est pas retourné voir les gens? Parce qu'il y avait du non à 2 reprises. Et c'était catégorique à ce moment-là. On a regardé, puis on a consulté les gens aussi. On a parlé des gens qui étaient là à l'époque également, dont M. Robitaille et M. Dancause. J'ai parlé avec les deux. Puis ça avait été refusé, puis on a essayé, puis ça ne marchait pas. Puis l'ancien directeur qui était là, M. Renaud à l'époque, qui avait travaillé aussi pour essayer, puis ça n'a pas marché.
Fait que là, aujourd'hui, ben, on est rendu où on a fait le travail qu'il y avait à faire pour remplir nos obligations envers le ministère de l'Environnement, puis envers nos citoyens pour les aider le plus possible. Si on n'avait pas eu de cette subvention-là, là, on aurait été obligé de donner une amende aux gens et de leur imposer l'installation immédiate. La seule aide qu'on aurait pu faire, c'est que la Ville aurait pu faire un règlement d'emprunt sans subvention, qui n'aurait peut-être pas passé, pour financer ces gens-là et qu'ils nous le remboursent sur 20 ans. On aurait pu faire ça. C'était le dernier recours qu'il y avait à faire. Coup du hasard, baguette magique, appelez ça comme vous voulez. On a eu le programme qui est arrivé, puis on est content de l'avoir eu, puis on est fiers de ça. On a travaillé fort. Une chance que notre dossier était monté depuis 1 an et demi, 2 ans, parce que quand le programme était arrivé, on était prêt à déposer, puis on avait tout fait le travail qu'il y avait à faire, malgré des commentaires qu'on dépensait de l'argent pour rien, inutilement dans des études. On les a faites, on a tenu notre bout, on a bien fait, puis je suis content pour les citoyens qui habitent dans ce secteur-là. On va les aider, on va être à la hauteur. Là, j'ai compris que sur vos interventions qui ont été faites, qu'il y a peut-être des citoyens qui vont être réfractaires. Je respecte leur choix, ça soit leur choix, mais ce que je viens d'expliquer, c'est ce qui va arriver. Là. Il va y avoir des amendes, puis les gens vont devoir de se conformer, puis on n'a pas le choix. Nous, on a le ministère sur le dos. Là. Fait qu'on doit bouger dans ce dossier-là. Ça fait 15 ans, presque 20 ans, que la Ville est sous la loupe du ministère. Puis il y a d'autres endroits dans la Ville, on le sait, on connaît l'étendue, l'évaluation a été faite au complet. On vous en a parlé à maintes reprises, qu'il y avait des installations qui étaient non conformes. On n'a rien caché à personne. Fait que, on fait le travail qu'on a à faire. Fait que je comprends bien, vous n'avez pas consulté en 2026 pour pouvoir... Vous avez compris ma réponse, vous avez compris la démarche, vous avez compris pourquoi on est arrivé là. Il n'y a aucune ambiguïté là-dedans. Ben, c'est ce que j'ai compris, que vous n'avez pas consulté en 2026. Ah non, je sais comme vous voulez. Là. Ben, c'est ce que vous me dites. Ben, moi, Vous avez parlé je vais aux expliquer la démarche. anciens maires, c'est pas vous. Monsieur, Bon, ok, c'est bon. on a expliqué la démarche qu'il y a eu à faire, puis pourquoi on doit respecter la démarche qu'on a faite. Parfait, merci beaucoup. Comme vous avez sûrement vu dans ces réseaux sociaux, oui, les vélos sont de retour dans la voie de Saint-Achille, monsieur le maire. Je me souviens très bien, j'étais ici, et vous l'avez même noté. Quand je dis ça, vous m'avez dit que c'était une excellente idée. Pourquoi vous m'aviez répondu, le traçage des lignes a été octroyé, l'année prochaine, on va le faire faire, on va faire mettre des interdictions de vélo sur l'asphalte. Vous l'avez fait faire pour les 30 km/h à la grandeur de l'avenue Royale, Saint-Achille. Encore une fois, on a été oubliés. Pourquoi? Premièrement, Saint-Achille n'a pas été oublié parce que Saint-Achille s'en occupe. On fait beaucoup d'interventions dans ce secteur-là, énormément. Je vous parle des vélos, monsieur le maire. Non, ben vous dites qu'on a oublié Saint-Achille. Moi, je vous dis qu'on n'a pas oublié Saint-Achille. Faites attention, là. Ça n'a pas été fait, on a changé de direction, ça a tombé entre 2 chaises. Puis oui, c'est une bonne idée, je le réitère, je l'ai dit, puis je suis d'accord avec vous. Mais présentement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est entre le secteur du KCR et le Y avec Saint-Achille, Saint-Ignace, les gens ont le droit de circuler en vélo là-dedans. Les 2 autres secteurs, les gens ont le droit de circuler en vélo. On s'entend là-dessus. C'est ce que le règlement dit. Donc, si vous avez connaissance qu'il y a des gens qui montent là et que ça vous dérange à ce point, je vous invite à appeler la Sûreté du Québec, comme on fait. Ben, écoutez, madame, c'est eux autres qui appliquent la loi, puis c'est eux autres qui appliquent les règlements. Moi, là, je ne peux pas arriver là avec... Madame Biloc, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans la salle, vous connaissez les règlements, je vais vous demander de respecter. Vous parlez beaucoup de respect, c'est une manque de respect que vous faites là présentement. Je veux juste vous souligner. Donc, s'il y a des problèmes, vous appelez la Sûreté du Québec. Si vous avez appelé la Sûreté du Québec et ça ne bouge pas, rappelez-nous, puis dites-nous à qui vous avez parlé, puis donnez-nous l'heure et le moment. On va vérifier pourquoi il n'y a pas eu d'intervention. Mais nous, quand on appelle, il y a toujours une intervention qui est faite. Fait que je comprends pas, puis j'ai même des rapports, puis il y a des citoyens qui ont fait des plaintes, puis ont des rapports parce qu'ils le demandent. Puis quand tu vas déposer une plainte, tu as un numéro de dossier, là. Fait qu'ils en font des suivis. Fait que c'est comme ça fonctionne, puis non, j'ai pas vu sur Facebook circuler des choses. Là. C'est quand même bizarre que ça ait tombé entre 2 choses, mais seulement c'est juste 2 taches de peinture à faire avec des interdictions de vélo, une juste après le karting, une à la fausse géro, ça aurait été vraiment pas compliqué à faire, pourtant vous ne l'avez pas oublié pour l'avenue Royale par contre. Je m'excuse, je l'ai oublié. Donc, je fais mon meilleur culpa, là. Je ne suis pas parfait. Oui. Bonjour, Caroline Corrier. J'avais une petite question par rapport au bâtiment conteneur. Je voulais... Les bâtiments conteneurs? Oui, je voulais savoir c'était quoi exactement. C'est quand même une belle possibilité
Je connaissais pas, je voulais juste en apprendre c'est quoi un bâtiment conteneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? Moi, je Simplement. n'ai pas d'informations là-dessus. C'est un conteneur maritime qui est transformé, habillé, un peu comme c'est souvent utilisé pour de l'entreposage, entreposage agricole, là, les terrains qui ont été sujets à ça aujourd'hui, c'est principalement pour ça. Fait que c'est un conteneur qu'on doit recouvrir avec un revêtement ou c'est un conteneur avec un bâtiment attaché après? C'est isolé, c'est un conteneur recouvert d'un revêtement Ok, il extérieur reste tel quel, et mais d'une toiture à part. OK. Peut-être un peu en Ça, dessous. c'est conteneur, c'est toiture. encadré dans les règlements? Je vais le Oui. checker. Oui, Ok. oui, contactez-nous au service de l'urbanisme, puis on va vous donner de l'information là-dedans. OK. C'est bon, merci. Merci. Bonsoir. Valérie Demers, résidente et propriétaire au 14 Côte de la Chapelle. Le secteur de la Côte de la Chapelle, Saint-Achillé, est un hameau unique dans le noyau du village, dans le noyau villageois, de Château-Richer. Je me demandais quelles sont les raisons qui poussent le conseil municipal à autoriser la construction d'un bâtiment de 6 logements avec 10 places de stationnement qui aura pour effet de dénaturer à jamais ce magnifique secteur. Comme je l'ai dit, madame, tout à l'heure, on comprend que ça vous heurte, là. Je le comprends très bien, mais sauf qu'il y a des règles qui sont en vigueur, des règlements qui sont en vigueur. On se doit de les respecter, on ne peut pas faire fi de ça. C'est comme si vous étiez dans votre propriété que vous avez actuellement, puis vous voudriez installer un cabanon, puis que le règlement vous permet de mettre un cabanon à telle distance avec des marges et tout ça. Je ne pourrais pas vous l'imposer, je ne pourrais pas vous empêcher de le faire, même si j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas. Donc, on doit respecter ce qui est en vigueur présentement. Comme je le disais à la madame tout à l'heure, madame, il y a des règlements qu'on va regarder, puis il y a des choses qu'éventuellement, on a fait une réforme là, de règlement, mais il y a des petits affaires de main qu'on découvre qu'il va falloir qu'on arrange pour le futur, parce que oui, on a un respect de l'environnement, oui, on a un respect de tout ce qui est patrimonial, puis on en a parlé, nous, amplement, puis abondamment également. On va tout faire ce qu'il faut faire là, pour préserver nos endroits, là, je dirais qu'il y a un cachet patrimonial, puis même, on a même regardé là, pour faire des règlements pour peut-être encore plus restrictifs au niveau de l'aménagement extérieur dans des milieux bien ciblés sur l'aménagement extérieur au niveau des maisons et des matériaux qui vont être choisis. On veut aller chercher un cachet là, sur l'avenue Royale et un peu partout là où il y a du coin qui est patrimonial. Dans le noyau villageois. Oui, c'est ça. Justement, selon le procès verbal du 8 juin, c'est indiqué que ce projet-là est assujetti à l'article 4.1 et 4.2 du règlement du PIA. Je me demandais pourquoi peut-être qu'il n'était pas assujetti entièrement au PIA, peut-être plus particulièrement au 4.5 ou 4.5.1, l'alinéa 2, qui est de privilégier une architecture de qualité qui maintient et renforce les caractéristiques architecturales et historiques du milieu, et l'alinéa 3, de favoriser une architecture qui s'intègre en harmonie avec l'ensemble du cadre bâti. Je vais laisser M. Berger répondre à ça, parce que c'est des points précis là, au niveau de la loi. Puis moi, j'ai fait mes recherches. Vous avez bien fait. Le 4.1, ça parle du territoire qui est assujetti. Donc, c'est le 4.1 est dédié au noyau villageois. Le 5.1 est dédié à, je sais pas moi, Boisson-Laurent. Le 6.1. Oui, là, c'est le 4.5. Donc, on est encore dans le 4. Oui. Le Mais 4 est dédié au noyau. le- Le 4.1 parle du territoire assujetti. Le 4.2 parle des types de travaux assujettis. Donc là, le projet, sa localisation, sa nature, se qualifiait dans ces deux éléments-là. Après ça, les autres articles en découlant sont une liste de critères d'évaluation. Donc là, dépendamment de la nature des travaux, puis normalement dans la résolution un peu plus loin, là, c'est mentionné l'article 4.5 ou... Non, c'est pas indiqué qu'il y a ben, un autre article. ouais, c'est pas l'article n'est pas C'est cité, seulement mais dans le procès verbal, c'est seulement indiqué comme quoi qu'il est assujetti au 4.1 Oui. et 4.2. Donc, je me demande pourquoi il n'est pas assujetti au 4.5. il est assujetti pareil, mais c'est en termes d'évaluation. C'est une mécanique. Donc, c'est pas pris en considération. Donc, Si. ce que vous me dites, dans le fond, c'est que le fait de s'harmoniser au milieu, c'est pas pris en considération. Si, c'est pris en considération. C'est juste pas mentionné Parce qu'avec la à construction l'endroit de où ce vous le mentionnez. bâtisse-là, à cet endroit-là, c'est pas pris en considération. Parce que cette bâtisse-là ne s'harmonise pas avec le milieu.
5 qui entourent. Cet élément-là est discrétionnaire, a été regardé au niveau du CCU, a été regardé au niveau du conseil. La discrétion y étant apportée a été faite sur la base des objectifs et critères mentionnés à l'article 4.5 que vous mentionnez. Il n'est seulement pas mentionné spécifiquement dans la résolution à l'effet que l'évaluation a été faite en vertu de 4.5. Et c'est ça le bon vocabulaire qui devrait éventuellement apparaître dans cette résolution-là, selon vous, de ce que j'en comprends. En tout cas, c'est vraiment pas clair parce que ce que vous construisez là ne respecte pas le 4.5. Merci. On s'est penché, madame, sur le dossier, on l'a regardé, puis on a regardé le choix des matériaux, l'utilisation, parce que le contracteur voulait prendre d'autres types de Votre matériaux. décision pour le contraire. Merci. On verra avec le temps, là, mais on espère que ça va répondre à vos attentes. Puis ça va être, des fois, on voit la montagne plus grosse qu'elle est, peut-être que non, mais on verra. Mais c'est clair que ça répond pas. C'est très clair que ça C'est ne très répond pas. clair. Ça prend pas énormément pour diviser. Non. C'est bien, merci. Je pense qu'il faut quand même se rappeler que dans le procès Présentez-vous, s'il vous plaît. Pardon, Présentez-vous. Michel Barry. OK. Dans le procès verbal de votre rencontre du 8 juin, il est à mentionner que le projet rencontre partiellement les objectifs et les normes. Partiellement, ça veut dire qu'il ne rencontre pas toutes. Si le CCU, pour une fois, sa recommandation, c'était de refuser le projet. En plus, il y a 2 conseillers qui sont sur le CCU qui ont voté contre la décision, M. Roberge et M. Tanguay. Je veux dire, ce pas des imbéciles. Ils font partie du CCU qui ont analysé. Alors, vous comprenez qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre, puis je comprends les citoyens qui vous disent il y a une aberration qui va être là, mais il y a des petits règlements. On va être pris pour 40 ans, 50 ans avec une horreur. Ça va être l'exemple à ne pas faire, en tout cas. Disons que c'est particulier. On s'en a. Oui. Alors, moi, je voudrais revenir justement sur la question que je posais le 13 juillet dernier à la séance. J'ai posé une question justement sur le comité consultatif citoyen. Oui. Vous n'y étiez pas, c'est Mme Oui, c'est pas François grave. qui y était, c'est elle qui est responsable de ce comité-là. Alors, je mentionnais qu'il me semble que ce comité-là, citoyen, avait manqué une belle occasion de peut-être aller consulter les gens du milieu du voisinage. Alors, la réponse était peut-être un petit peu ambiguë. À la toute fin de ma deuxième question, j'ai simplement mentionné votre réponse du côté de la consultation, c'est quoi? Et c'est Mme Cochon qui a répondu la première. Et Mme Cochon a dit, en fait, nous, lorsqu'on a discuté de tout ça, on nous a mentionné qu'il y a des voisins qui ont été consultés par rapport à ça, puis ça nous a été rapporté. Alors là, il y a eu évidemment un tollé du côté des résidents qui ont dit jamais de la vie, on n'a pas été consultés. Alors, ma question, c'est dans le on nous a mentionné qu'il y a des voisins qui ont été consultés. C'est qui ça, on? Premièrement, le promoteur a rencontré les gens, puis il y a eu des discussions avec les gens. Fait que le retour qu'on a eu de cette rencontre-là, c'était que les gens n'étaient pas en défaveur avec le projet, mais qu'il y avait quand même des inquiétudes là, par rapport au projet, mais qu'ils n'étaient pas en défaveur. C'est ce qu'on nous a rapporté. Je comprends que la prochaine fois, on va faire venir les gens au bureau, on va s'asseoir dans la salle de conférence, on va jaser avec les gens à ce moment-là. Là. Mais vous savez, les gens, habituellement, quand ils sont en désaccord avec quelque chose, bien souvent, ils vont nous appeler à l'hôtel de ville, ils vont venir discuter avec nous, ils vont venir nous expliquer leur point de vue. Et c'est la façon de le faire, de prendre contact avec nous pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde dans vos lignes. Nous, on a intervenu avec les éléments qu'on avait dans le dossier, puis les règles sont en vigueur présentement. Comme je le dis, on voit qu'il y a peut-être au niveau du zonage, dans des futurs projets ou dans les futures semaines, les futurs mois, là, on va regarder là, l'ensemble, puis ça, on en avait parlé ensemble là, avec M. Berger, qu'il fallait qu'on regarde pour pas qu'on soit pris à autoriser des choses avec lesquelles on se sent peut-être plus ou moins à l'aise ou qu'il y a des citoyens qui ne se sentent pas à l'aise avec le projet. Et pour l'instant, les gens ont des droits avec ce qui est en vigueur présentement, puis encore une fois, on doit composer avec ce qui est en vigueur, qu'est-ce que la loi nous oblige d'appliquer en bout de ligne.
Mais là, on parle du présent présentement. Là. On parle du présent, là, la maison est rasée là, mais il n'y a rien sur le terrain. Mais le présent, c'est qu'au moment de demander puis de faire les démarches, le règlement qui est en vigueur, il est en vigueur. Puis le nouveau règlement qui va arriver, il ne peut pas avoir un effet rétroactif pour enlever un droit à quelqu'un qui l'avait au moment où il a fait ses demandes. Vous comprenez? Comme on dit, un droit, ça reste relatif. Comme on l'a dit tantôt, il y a des critères qui sont qualitatifs qui entrent en jeu, qui doivent être considérés. Alors là, on va faire une erreur, mais y a-t-il moyen de peut-être suspendre la construction pour peut-être discuter avec cette personne-là? M. Barry, peut-être attendre autrement? M. Barry, on va arrêter l'échange parce qu'on n'est pas là pour des échanges, on est là pour répondre à des questions. OK, alors je vais poser ma deuxième. Mais par rapport à suspendre un droit, pour modifier la loi, pour enlever un droit, encore une fois, je suis quelqu'un qui suit les règles, qui applique les règles, et je ne ferai pas des choses qui vont aller à l'encontre de ça. Si vous êtes enrhumé, Mme Biloc, vous pouvez aller tout ça à l'extérieur. Moi, je dis des choses comme elles sont. Là. Oui, M. Barry. Alors, je pose ma deuxième question. Au cours de la rencontre du 13 juillet, Mme Lefrançois, qui vous remplaçait, a dit à quelques reprises que cette décision qui a été votée est une exception qui ne se reproduira plus jamais. Préambule. Alors, moi, j'aimerais savoir quels sont les motifs, évidemment, quels sont les motifs qui ont amené Mme Lefrançois à être aussi affirmative pour dire que cette décision du conseil municipal est une exception, donc un précédent, qui ne se reproduira plus jamais. Ça a été dit, vous réécouterez l'enregistrement. Je ne l'ai pas écouté, mais je laisse Mme Textuel. Dans mes dires, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça arrive pratiquement jamais que le conseil va à l'encontre des décisions du CCE. Oui. Mais j'ai pas dit que ça ne se reproduira plus jamais. J'ai dit que le conseil municipal a toujours la décision finale sur la décision. Le CCU recommande au conseil municipal et c'est le conseil qui a la décision finale. J'ai jamais dit que ça ne se reproduira plus. Jamais. J'ai dit, par contre, comme ce soir, admettons, il y a eu 15-20 points finalement, puis vous voyez, on n'en a pas refusé aucun. Ça arrive très rarement. C'est une exception. De mémoire, en 6 ans, c'est peut-être la deuxième fois à laquelle ça arrivait. C'est ça que j'ai dit. C'est ça, vous avez mentionné le mot exception très clairement. Oui, c'est une exception, oui. Oui, c'est une exception. Il faut remettre ça dans le contexte. En 6 ans, des demandes du CCU, on en a peut-être traité 500. Il y a eu 2 exceptions. Il faut remettre ça dans le contexte, M. Barry, vous comprenez. Là. On peut toujours se questionner sur quand même ceux qui vont voir à vivre avec le résultat qui est là. On est du même avis par rapport à ça. La décision est prise. Si vous aviez ça chez vous comme M. voisin, Barry, vous n'aimeriez pas ça. s'il vous plaît. On a appliqué les règles, on comprend, il y a des choses qui vont changer, on en a changé, on va en changer encore. Qui vont changer. Monsieur Barry, s'il vous plaît. Dernière intervention, on a terminé la période. Carole Thibault. Alors moi, je vais changer carrément de sujet. Allez-y. Je sais que vous êtes au courant que vis-à-vis du chemin au justement, il y a un poteau qui est en plein milieu du rang Saint-Hyacinthe, qui n'est pas à sa place. Vous le savez, vous l'avez vu, Oui, je l'ai vu. vous l'avez constaté. Nous, mon beau-frère avait fait des démarches, il a fait venir quelqu'un d'Hydro. La personne en question lui avait mentionné que nous, parce qu'on s'est informé pour, on pensait que ce serait nous, on aurait payé peut-être pour le faire passer, mais là, c'est pas le cas. Il nous avait dit que normalement, la ville avait droit à 5 relocalisations ou changements, en tout cas, pour des poteaux avec Hydro par année, gratuitement. La personne, le nom de la personne avait été transmis à M. Bourgoin. J'en ai parlé à M. Berger dans une autre fois, quand M. Bourgoin est parti, parce que je ne voulais pas que ça tombe entre 2 chaises. Alors là, je veux savoir si c'est tombé entre 2 chaises ou s'il y a des démarches qui ont été faites à ce niveau-là. M. Berger. À ma connaissance, non. Alors, je vous invite à... Nous, Ça serait le fun avant que quelqu'un rentre dedans. Parce Ça, que si quelqu'un casse, les gars de l'Hydro nous ont dit, ils ne relocaliseront pas.
ils vont le remettre exactement à la même place, sauf qu'ils vont le réparer. Donc, tu sais, c'est ça. Je comprends. Mais ce genre d'intervention-là, vous auriez pu appeler la ville. Qu'on aurait Non, pu, mais je veux que tout le monde soit au courant. C'est bien. C'est bien. Vous avez Ben, vous atteint savez, votre- si vous je avez l'ai atteint votre demandé objectif. ici, Vous avez atteint votre objectif. ça laisse une trace. Et voilà. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Là, j'avais dit que les interventions étaient terminées. C'est la dernière, M. O'Neill. Après ça, on arrête la période de questions. Bonjour, François O'Neill, du Petit Pré. Monsieur le maire, conseillère. En mai 2022, j'ai avisé Monsieur le maire par téléphone du passage de nombreux poids lourds au Petit Pré. Plusieurs fois, je suis venu en parler de ce problème récurrent dans des réunions municipales. Dernièrement, M. Berger, directeur par intérim, M. le maire et tous les élus ont reçu de l'information concernant le site Internet de Québec Info 501, relatif au réseau de camionnage. Zone rouge interdit, sauf livraison locale, entre la rue du Petit-Pré et la côte du Fournel. Est-ce que vous pouvez m'informer si des mesures sont à être prises par votre conseil afin de corriger cette situation? Vendredi dernier, on a eu 18-12 roues qui ont passé en avant de la maison. Tout ça à travers, évidemment, les vélos, les gens à pied, les mamans qui courent avec leur bébé. Alors, est-ce que vous pensez faire quelque chose? Ça fait des années, là. Premièrement, ce dossier-là suit son cours parce que le règlement, il faut le faire reconnaître par le ministère des Transports. L'autre affaire, c'est qu'on a contacté avec les gens au niveau de l'Ange Gardien, qu'on est en attente d'un retour de leur part. Ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est que l'avenue Royale, là, c'est une route qui est numérotée. OK? Puis on ne pourra pas empêcher les camions de passer à 100%, je peux vous l'assurer. L'autre affaire qui explique ça, c'est quand les gens ils passent par la côte du Fournel avec les camions que vous parlez, là, il y en a un l'autre jour qui est resté pris à peu près 2 heures. Ça a bloqué l'avenue Royale pendant 2 heures pour qu'il le débloque de là. Donc il y a un problème de configuration parce qu'on habite sur des élévations, je vais dire ça comme ça. Il faut tenir compte de ça. Fait que le projet de règlement, c'est d'atténuer au maximum le passage des camions, mais je peux vous assurer de façon très claire qu'on ne pourra pas l'interdire à 100% pour certains camions à cause de la configuration, puis les gens ont besoin d'aller à leur commerce avec des camions des fois qui sont plus longs un peu. Donc ça cause des problèmes, ils ont eu des problèmes. J'ai parlé avec Pierre Lefrançois l'autre jour, le maire de l'Ange Gardien, préfet de la MRC, et j'ai discuté avec lui, et c'est l'information que j'ai reçue parce que je voulais voir aussi où on en était rendu dans le dossier. Fait que pour nous, le dossier, il ne dort pas, mais il avance, mais il faut attendre d'avoir des retours là, des gens concernés, puis d'avoir un peu trouver une solution pour quand on va arriver avec le NTQ dans ce dossier-là, qu'on ait une solution qui soit pérenne, puis qui répond aux attentes et aux besoins, autant commercial que des résidents. Je dois vous souligner qu'il y a 2 côtes à l'Ange Gardien. Une à pente douce et une à pente rude. Alors, pourquoi les camions ne prennent pas la pente douce s'ils ne sont pas capables de monter la pente dure? C'est la question que je vous pose. Parce que on dit au 511 que c'est interdit de passer sur le Petit Pré et jusqu'à la côte du Fournel, sauf pour livraison. Donc, quand un 12 roues passe vide, je ne pense pas qu'il fait de la livraison. Vous savez, M. le maire, c'est rendu que l'avenue Royale au Petit Pré, c'est le boulevard Sainte-Anne de camions de l'Ange Gardien. Je ne sais pas si vous attendez un accident ou quelque chose, mais il y a des lois. Hein? Il y a une pancarte que vous allez poser qui interdit. Et en plus, au 511, on m'informe que l'avenue Royale est interdite aux camions. Les camions que vous parlez, ça a été ils ont acheté une pépinière, le règlement était déjà là. C'est eux, je veux dire, en majorité, qui passent les 2 pépinières. Ils passent à des vitesses extrêmes. Je vous ai déjà demandé de baisser la vitesse. Puis par hasard, je suis passé par votre rue, et chez vous, vous avez un trottoir et une pancarte de 40 km. Chez nous, c'est 50 km. On avait une pancarte de la route 360 qui a disparu soudainement. Je ne sais pas si c'est la ville qui l'a enlevée, si quelqu'un l'a volé, mais la pancarte n'est plus là. Mais j'espère, et je souhaite de tout cœur, que là, il va se passer quelque chose. Parce que c'est sûr, avec le nombre de vélos qui passent, avec le nombre de gens qui marchent, il va se passer quelque chose.
Merci. On espère qu'il ne va rien se passer, puis entre-temps... Moi aussi, j'espère qu'il ne se passera rien. Mais quand ça va se passer, vous savez, M. le maire, il y a une policière un jour qui m'a dit, vous savez, M. O'Neill, on n'est pas ici pour régler les chicanes de famille, parce que vous savez que c'est la SQ qui fait la majorité de nos règlements. J'ai établi sur l'épaule, puis j'ai dit, chère madame, j'espère que ce ne sera pas vous qui allez venir chercher le gars en WC qui va être en dessous du camion. Elle est venue blanche, puis elle est partie. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ce dossier-là suit son cours avec le ministère au niveau du MPMD. Là, donc, on suit et on poursuit ce dossier-là. Donc, ceci met fin à la période de questions. Donc, c'est l'arrivée de la séance. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, en conséquence, je vous donne un proposant proposeuse. Je propose M. le maire. Donc, Mme Guillaume Esponza propose que la séance du 10 août 2026 soit levée. Celui qui sont d'accord? Encore. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Merci.